Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Nous sommes le jeudi 28 septembre et oui, le temps passe très vite. Aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous vous emmènerons visiter les nouveaux locaux de la Louvre-Lens-Vallée. On vous fera partager un petit moment de la fête paysanne à Los-Angeles. Vous saurez tout sur les saisons culturelles de droit de cité et culture commune. La ville de Liévin a inauguré une nouvelle école. Les entreprises du secteur ont pu rencontrer un médiateur du crédit. Porte-Mine fêtait ses 1 an d'existence et niveau optimal pour la sécurité de la braderie d'automne de Lens ce week-end. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui une charmante demoiselle qui s'appelle Valentine, auteure d'un livre sur le harcèlement et l'école et son histoire. Elle est avionnnaise et oui, on a beaucoup de talent sur nos communes. Elle a également énormément de talent. Je rejoins Nathalie tout de suite sur le plateau de Télégoël. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Valérie, je vais très bien, merci. En ce jour de printemps qui n'est pas de printemps mais plutôt d'automne, parce que les températures sont plutôt hautes en ce Oui, moment. il fait très chaud même. Alors, dimanche dernier, c'était les élections sénatoriales. Oui, Valérie, les grands électeurs de la région sont allés voter pour les sénateurs. 4062 inscrits pour le Pas-de-Calais, 97% des votants pour élire leurs représentants au Sénat pendant 6 ans. Dominique Watrin, Parti communiste, remporte un siège. Michel Dagbert, Parti socialiste, remporte 2 sièges. Un siège pour Jean-Pierre Corbizet, Divers Gauche. Jean-Marie Van Lerenberg, qui représentait le parti En Marche, un siège. Et 2 sièges pour la droite de Jean-François Rapin. Michel Dagbert, président du département du Pas-de-Calais, laissera donc sa place dans quelques semaines. Je suis président du département depuis 2014. Je resterai président jusqu'au terme de ce que la loi m'autorise de faire et je remettrai ma démission le moment venu. Donc je vais utiliser tout le temps disponible pour être utile à mes collègues, à l'institution. Et ensuite, une fois ma démission remise, l'institution aura 1 mois pour procéder à l'élection de mon successeur. Le département est une très belle maison et ça n'est pas de mon fait. Si j'ai pu faire en sorte de la responsabilité qui était la mienne de ne pas abîmer l'image de cette belle institution qu'est le département, j'en suis ravi. Mais je n'ai pas la prétention de penser que un homme à lui seul permet de donner une aussi belle image de l'institution. C'est le travail collectif, la confiance de mes collègues, le travail acharné qui a été le leur pour redéfinir chacune de nos politiques qui est aussi gage de ce succès. Et par conséquent, humblement, modestement, mais avec toujours le même volontarisme, je servirai les électeurs du canton de Nœux-les-Mines, je servirai les électeurs du Pas-de-Calais, les femmes, les hommes du département, à travers l'institution départementale en tant que conseiller départemental. J'ai présidé le pôle métropolitain suite à un large consensus de mes collègues qui m'ont fait confiance. J'y ai pris beaucoup de plaisir à essayer de structurer au bon niveau, à la bonne échelle, un certain nombre de politiques, de problématiques qui se posent à ce territoire. Je suis fortement attaché à ce territoire. Et là encore, j'essaierai de me rendre disponible à la place que mes collègues jugeront utile. Mais je pense que pour porter ces espérances, d'autres collègues sont tout autant en capacité que moi pour le faire. Nous vous en parlions la semaine dernière, la piscine municipale de Lens, âgée de 51 ans, fermait ses portes pour cause d'incendie technique. Après un premier passage d'experts, celle-ci devrait être fermée jusqu'au début d'année 2018. Dans l'attente des résultats d'autres expertises, la réouverture partielle pourrait être envisagée pour les écoles de la ville, mais rien n'est acté. L'avenir de la piscine reste incertain car un équipement de cette qualité demande une grosse enveloppe budgétaire pour être remise en état et la commune doit évaluer sa capacité à le faire. Le résultat de l'expertise de ces prochains mois devrait permettre de statuer avant fin d'année sur le sort de cette grande piscine.
La Louvre-Lens-Vallée, créée en 2013, fait sa rentrée 2017 dans de nouveaux locaux. En effet, toujours rue Paul Bert, mais dans des bureaux plus modernes et plus à l'image du pôle numérique. La Louvre-Lens offre aux nouveaux arrivants un lieu accueillant, lumineux et fonctionnel pour permettre aux entreprises, start-up, universités, collectivités de travailler sur une ambition commune, mettre l'innovation et les hautes technologies au service de la culture, de l'éducation et du tourisme. En attendant le bâtiment totem de 2000 m², prévu pour 2019, l'espace d'incubation recueille déjà quelques entreprises que nous avons rencontrées. Si on vous demande si culture rime avec développement numérique, à Lens, il va falloir dire oui, car depuis 2013 et l'arrivée du Louvre, l'État, la région et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ont décidé de mettre le paquet sur la culture dans le bassin minier, mais pas n'importe comment. Avec l'aide de jeunes entreprises ou start-up que l'on retrouve à la Louvre-Lens-Vallée, ils ont décidé de créer un cluster pour les aider à réaliser des projets qui pourront mettre en valeur le territoire en étant innovants et en permettant à une large population de profiter de ce renouveau culturel sur le territoire depuis quelques années. Donc, le Louvre-Lens-Vallée a pour vocation de faire émerger des projets en organisant des hackathons, sorte de concours pour les gens du numérique, en organisant des hackathons, en lançant des appels à projets pour que des entreprises viennent ici, pour qu'on puisse, dans un premier temps, les incuber et dans un deuxième temps, les faire grandir pour créer de l'emploi sur le territoire. Alors, pour l'instant, il nous manquait un outil que certains ont découvert aujourd'hui, qui était le lieu d'accueil de ces entreprises. Donc il nous fallait un bâtiment puisqu'il faut que les entreprises puissent se rencontrer entre elles, les startups, mais aussi puissent rencontrer tout un écosystème qui va les accompagner. L'éco, il y a 4 territoires sur la région qui sont identifiés comme des lieux d'émergence des nouvelles entreprises. Et le Lens, à travers le pôle numérique culturel, est identifié par la région comme étant là où on doit créer les entreprises qui parlent de numérique culturel. Membre du réseau Smart Culture et labellisé French Tech, la Louvre-Lens-Vallée s'est déjà 6 lauréats primés depuis 2014. 2 programmes clés, le Seed Up et le Grow Up, qui permettent aux petites startups un accompagnement au sein de leurs projets, à l'image de WebDiffuse, Tiwico ou encore Wizart, qui développe aujourd'hui la seconde partie de son projet avec la Louvre-Lens-Vallée. Wizart, c'est un réseau social artistique équitable. C'est une plateforme de streaming, de mise en relation et de rémunération dédiée à toutes les pratiques artistiques et culturelles. En fait, c'est au premier appel à projet en 2014, au lancement de la Louvre-Lens-Vallée, où il y a eu une communication dans la presse qui cherchait des projets innovants autour de la culture, autour du numérique et autour de la diffusion. Donc naturellement, on y a postulé et on a été lauréat parmi 7 startups du premier volant de startups. Ça apportait beaucoup de visibilité, beaucoup de crédibilité, parce qu'on était vraiment en lancement de la structure. Ça a permis de pouvoir se connecter à d'autres institutions, à d'autres sources de financement. Je serais ravi de pouvoir continuer à échanger avec de nouveaux porteurs de projets, et de pouvoir accueillir et grandir la communauté autour de la dynamique de la Louvre-Lens-Vallée, où il y a une vraie dynamique qui s'installe avec le Louvre-Lens et qui propose vraiment une différenciation par rapport à d'autres clusters de la région. L'idée, c'est qu'on a une vocation, c'est développer l'entrepreneuriat sur le territoire et accompagner la transformation de ce territoire par l'innovation et la culture pour lui donner une image, lui redonner une image positive et vraiment faire de cette terre une terre d'innovation et de culture. Donc nous, tout ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est promouvoir les entrepreneurs, les accompagner et faire en sorte qu'ils se développent et qu'ils deviennent pérennes. Venez, n'hésitez pas, toute idée est bonne à prendre et nous, l'idée, c'est qu'on est là pour vous accompagner à la peaufiner. Donc nos portes sont grandes ouvertes, l'équipe est à l'écoute pour accompagner les entrepreneurs dans la culture. Dans les 5 filières d'excellence qu'on a identifiées, il y a la Louvre-Lens-Vallée, le cluster numérique culturel. Alors, c'est une particularité de notre territoire et aujourd'hui c'est un moment, une étape supplémentaire encore dans l'évolution et dans l'appropriation peut-être de ce cluster.
Le conseil départemental du Pas-de-Calais s'est réuni ce lundi 25 septembre à Arras avec au programme les thématiques du logement, du patrimoine, de la culture, des collèges ainsi que le développement local. L'occasion pour les élus de revenir sur le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes réalisé sur la maison départementale des personnes handicapées avec un certain nombre d'améliorations à apporter à celle-ci d'après le président Dagbert. Le conseil a étudié également son adhésion au syndicat mixte O62, un partenaire pour préparer au mieux les établissements publics de coopération intercommunale à intégrer les compétences en eau et assainissement au sein des EPCI. Cette séance de rentrée, dite d'expression politique forte, a suscité beaucoup de discussions, notamment à propos du canal Seine-Nord, Europe, et la réduction des contrats aidés annoncés par le gouvernement. Des thèmes sur lesquels les collectivités ainsi que les élus sont mobilisés et dont Michel Dagbert, élu sénateur dimanche dernier, mais encore président du conseil départemental, nous a parlé au micro de Christophe Billoire. Les contrats aidés ont fait l'objet d'une annonce assez brutale au milieu de l'été. Je suis de ceux qui considèrent que ces contrats aidés, qui existent depuis plus de 3 décennies, méritent certainement d'être revus, peut-être amélioré, corrigé. Il se trouve que la précipitation qui a prévalu, la brutalité de l'annonce n'est pas de bon aloi et j'aurais préféré, et de beaucoup, que le gouvernement s'attaque à la réforme de la formation professionnelle, d'abord et avant tout, et que donnant un outil supplémentaire en matière de formation professionnelle, nous soyons en mesure ensuite de baisser progressivement le nombre de contrats aidés. Aujourd'hui, la situation, notamment dans le Pas-de-Calais, est telle que le secteur marchand ne crée pas encore assez d'emplois et lorsqu'il l'en crée, ils ne sont pas destinés aux personnes les plus éloignées et par conséquent il fallait d'abord mettre l'accent sur la formation professionnelle, me semble-t-il. Sur le canal Seine-Nord, notre collectivité, le conseil départemental, a répondu présent lorsque le gouvernement nous a appelés à cofinancer l'infrastructure. Nous l'avons fait en concertation avec nos collègues. Ces engagements sur les montants n'ont pas été démentis par les alternances qui ont pu intervenir ici ou là dans les collectivités. Pour autant, aujourd'hui, la mise en pause de ce dossier interroge et pose question. C'est une vraie problématique parce que jamais un dossier de cette envergure financé par l'Europe à un taux de 42%, il faut le rappeler, l'Europe est présente aux côtés des collectivités et les collectivités se sont engagées sur cette infrastructure vitale pour le développement économique et j'ai bon espoir aujourd'hui que nous puissions nous faire entendre du Premier ministre Édouard Philippe, fût-il l'ancien maire du Havre. La semaine dernière, ballons, clowns, jongleurs et barbe à papa étaient présents pour accueillir les enfants et les parents de l'école germinale de Liévin qui vient de subir quelques transformations à la grande satisfaction de la nouvelle directrice et de Laurent Duporge, maire de Liévin. Accueillis en musique, les Liévinois dont les enfants fréquentent l'école Condorcet Germinale étaient invités vendredi dernier à l'inauguration des nouveaux locaux de cette école maternelle qui bénéficie aujourd'hui d'une structure bien adaptée avec des couleurs claires, du rangement, une BCD, des sanitaires prévus pour les petits et un grand dortoir pour les bambins qui profitent déjà de ce nouvel environnement depuis cette rentrée 2017-2018. Une inauguration festive à laquelle ont pu participer petits et grands. L'ouverture d'une école, c'est d'abord la vie qui s'exprime dans une commune. Ce sont des enfants qui vont être dans cette école. Et au-delà de la vie qui s'exprime, c'est surtout l'avenir que quelque part on est en train d'inscrire dans cette ville de Liévin, parce que l'on sait que dans cette école, il y a des jeunes qui vont être formés et qui deviendront demain des citoyens et je l'espère surtout des citoyens éclairés. Et c'est par l'éducation qu'on devient des citoyens éclairés et qu'on réussit sa vie. Et donc c'est toujours un événement important dans la vie d'une commune que l'ouverture d'une école. Et c'est vrai que nous avons souhaité, puisqu'il y a des enfants, eh bien nous avons souhaité qu'il y ait effectivement que ce soit dans un esprit festif. Et donc ce sera la fête aujourd'hui dans l'école Condorcet Germinale. Je vais vous offrir cette une fête et des cadeaux pour tous les enfants de l'école, notamment une belle boîte à goûter en souvenir de cette inauguration du 22 septembre 2017, attendue depuis très longtemps par les parents. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Qui c'est qui a dit? Il a dit quoi le petit garçon? Une
Moi je suis sûr que tu sais alors. Des tartines. Des tartines, eh ben oui, il a raison. Les enfants de cette école maternelle étaient répartis sur le groupe scolaire maternel en tant que tel, mais il y avait également 2 classes qui étaient sur l'école élémentaire, primaire, et nous avions pris l'engagement auprès des parents d'élèves, effectivement, que cette école serait réhabilitée, surtout agrandie, et c'est le cas aujourd'hui. Et donc merci à la région, merci à l'État et à la ville de Liévin, bien évidemment, qui a mis également une très grosse partie. Coût total de l'opération 3,5 millions d'euros, financé en partie par l'État, la région et la ville de Liévin. Une grande satisfaction pour la nouvelle directrice de l'école et les parents présents pour ce grand événement. On est toutes ravies par cette nouvelle école, elle est magnifique. On a eu quelques soucis quant à l'ouverture, mais ça se règle petit à petit. On a un bel outil de travail et on va en profiter. C'est énorme ce qu'ils ont fait pour cette école parce qu'on avait vraiment besoin. Quand on est arrivé, il y avait encore 2 préfabriqués et puis l'ancienne école. C'est vrai que ça fait une sacrée différence et je pense qu'il le fallait aussi pour les enfants parce que niveau accueil, il n'y avait pas de place. Et aussi, il faisait très très froid dans les écoles. Donc là, franchement, c'est un sacré changement et c'est vraiment du mieux, quoi. Droite Cité œuvre depuis 1991 à développer la culture partout et pour tous. En lien avec près de 25 villes ainsi que bon nombre d'associations locales, Droite Cité soutient et développe des événements autour de la musique. Et si vous nous suivez sur Télégoël, vous connaissez forcément le festival Les Enchanteurs organisé par Droite Cité et présenté par notre ami Grégoire sur la chaîne Le Temps du Festival. L'association intercommunale souhaite toujours et encore faciliter l'éclosion des artistes dans les Hauts-de-France et pour cette saison 2017-2018. Le programme est, comme chaque année, bien fourni, comme nous l'explique Grégoire Thion, au micro d'Anthony Vermus et Flavio Spatafora. Alors, Droite Cité a lancé sa saison il y a une dizaine de jours. Il y a déjà eu 2 événements qui sont passés avec Festimanoir, qui est notre premier événement art de la rue, qui était à Thilloy-les-Mauflaines, et une petite scène que Droite Cité co-organise à la Fête de l'Humanité avec l'asso Skipic, qui organise un festival dans la Marne. Et là, ensuite, Droite Cité jusque fin juin est dans la rue, dans les salles de spectacle, dans les salles des fêtes, les salles de concert. Là, le prochain gros événement, c'est Thiolupio, pour la 16e édition, sur 21 communes du bassin minier principalement. Après, on a un nouveau festival de jazz sur 6 structures culturelles, notamment avec le Louvre-Lens, la ville de Lens, la ville de Mazingarbe, avec la ville de Aix-Noulette et Culture Commune. C'est un festival qui s'appelle Tout en haut du jazz, où on retrouve vraiment des pointures du jazz et de la découverte. Après, on a du bout des doigts, qui est sur 2018, qui est la rencontre d'illustrateurs et d'auteurs pour la jeunesse sur le territoire de la communauté d'Aglo Hénin-Carvin, avec dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, pour la découverte pour les plus jeunes, pour les familles, du travail d'illustrateur, donc avec des ateliers, des expos, des rencontres. Après, on a le Festival des Enchanteurs, que j'espère tout le monde connaît maintenant sur Télégoël. Cette année, pareil, on sera sur à peu près entre 20 et 25 villes. On a déjà quelques noms qu'on peut annoncer. On a Da Silva, on a Presque Oui qui fête ses 20 ans, qui est un compagnon de route un peu des Enchanteurs, qui est un artiste local, donc qui viendra fêter ses 20 ans aux Enchanteurs avec des invités surprises. On a aussi les Fouteurs de Joie qui reviennent avec leur tout nouveau spectacle, et on a HK aussi qui sera là sur le Festival des Enchanteurs cette année. Donc là, toutes les infos arriveront au fur et à mesure, parce que là on est sur mars-avril. Après, on a des projets qu'on mène en partenariat avec d'autres structures, et notamment là, on s'ouvre à la grande région, et l'Aisne et la Picardie sont maintenant dans la grande région, et c'est le festival Sous l'étoile qui se déroule à Coucy-le-Château. C'est un petit peu un Artoise ou un village des cultures, mais qu'on a exporté là-bas avec des spectacles, des concerts, des ateliers pour les enfants. Droite Cité est aussi partenaire de la 2e édition du Gestival, qui est un festival bilingue, langue des signes français, qui se déroule à Arras avec l'association Trèfle, et c'est 3 jours de spectacles, de conférences, de concerts aussi étrange que ça puisse paraître pour les sourds, un village de la culture sourde. Ça, c'est 3 jours, 18, 19 et 20 mai à Arras avec l'asso Trèfle. On retrouve Y'a pas le feu pour la 5e édition, donc toujours à Cambrin avec musique actuelle, des découvertes, toujours le village associatif avec la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, toujours en partenariat avec la ville de Cambrin et l'association des bénévoles Y'a pas le feu. Là, on arrive au mois de juin sur
les événements rue que Droit de Cité organise, le plus vieil événement de Droit de Cité qui est les Artoises, qui se déroule à Drocourt et Rouvroy sur le dernier week-end de juin, et le village des cultures à Noyelles-Godeau. Et au milieu de tout ça, il y a la SLAM, c'est la scène locale artistique et mutualisée de Droit de Cité, qui se déplace dans des communes principalement rurales, des petites villes, pour un soir, un one-shot ou un après-midi avec un spectacle, où là on n'est pas sur du concert, on est sur du théâtre, du spectacle ou de la danse, vraiment des formes qu'on a à Droit de Cité assez peu de place pour produire, et là on se le permet sur 5-6 dates. Donc voilà, une saison assez dense, assez fournie, qui a commencé début septembre, qui se terminera vraiment tout fin juin avec les événements phares comme Tioloupio, les Enchanteurs, Il n'y a pas le feu, les Artoises, plus des nouveaux événements. Ce mardi 26 septembre, à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, a été inhumé le soldat de 2e classe Louis Millon. Sous l'autorité de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées en présence, de la famille du soldat Louis Millon et de 50 jeunes participant à la journée défense et citoyenneté. Mort pour la France à 22 ans en octobre 1914, au cours de la bataille d'Arras, ses ossements ont été retrouvés en novembre 2016 à Annay-sous-Lens, à l'occasion de fouilles archéologiques départementales. La cérémonie vise à montrer aux jeunes l'importance de perpétuer le souvenir de tous les soldats décédés au cours de la Première Guerre mondiale et plus largement le travail de mémoire entre générations, élément structurant de l'identité citoyenne et du lien entre les armées et la nation. À ce jour, environ 270 000 soldats de la guerre 14-18 sont encore portés disparus. J'ai reçu un avertissement par mail de la part de l'ONAC, de la mairie de Saint-Victor-de-Cessieux, qui a été averti par l'ONAC, où ça a été un grand choc pour moi. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pourquoi? Parce que ça m'a rappelé l'Algérie, ça m'a rappelé aussi tout ce qu'on a vu pendant la guerre, et le fait d'avoir déjà cherché ce grand-oncle sur Internet pendant des années, c'était pour nous à perdu ou jamais. Alors la réaction a été très émotive et c'est vrai que même encore aujourd'hui, j'en suis très ému. Et là de dire qu'on l'a enterré comme ça plus de 100 ans après, c'était important, c'était bien avec des jeunes aussi, avec d'autres... Bon, alors c'est important parce qu'aujourd'hui il vit. C'est-à-dire que jusqu'à présent il était mort ou on n'en savait rien. Mais aujourd'hui il vit, il a été enterré, comme m'a dit le colonel à côté de moi, dignement, comme toute personne, alors que jusqu'à présent il était perdu. On ne savait pas où, on savait qu'il avait été tué à Annay-sous-Lens, mais c'est tout. On ne savait pas du tout à quel endroit. C'était émouvant cette cérémonie. Ah, c'était très émouvant, puis c'était très bien fait. Et c'est vrai que pour nous, la famille, disons que c'était vraiment quelque chose de très important. Ils étaient nombreux en ce dimanche ensoleillé à rejoindre la halle Salingro de Losangoël pour partager avec les agriculteurs locaux et régionaux un moment festif et éducatif. Dégustation, animation, ateliers, démonstrations, les petits comme les grands ne sont pas partis les mains vides. Du fromage de chèvre à la revendication des paysans, la journée a été riche et a permis aux exposants de se rapprocher un peu plus des habitants du territoire pour parler des problèmes que peuvent rencontrer les agriculteurs aujourd'hui et surtout sensibiliser à un retour à l'agriculture périurbaine. L'année dernière, on était parti à Grande-Synthe. Il y a beaucoup de demandes dans d'autres villes.
Et puis on est d'abord content parce que le public était nombreux, il y avait le beau temps, un super marché paysan, puis une bonne organisation qui a bien roulé, beaucoup de monde cet après-midi, donc très content de cette 4e fête. On est venu faire du pain toute la journée avec notre petit four mobile, notre four à bois. On est venu là parce qu'on fait partie de l'ADEARN, on est dans le projet de l'ADEARN du blé au pain. Notre projet, c'est de faire du pain avec des variétés de blé ancien cultivées au niveau local, moulus sur meule de pierre. En fait, la plupart des pains aujourd'hui sont à la levure. La levure, c'est la levure de bière. Et le levain, en fait, c'est une autre matière qui permet de faire lever le pain et qui est plus naturelle, puisque en fait le levain c'est juste de la fermentation d'eau et de farine. Nous sommes à la fête paysanne parce que nous luttons depuis 6 ans contre une ferme industrielle à Euringhem. C'est un élevage de 4500 porcs. Nous sommes contre ce genre d'élevage hors sol qui pollue, qui entraîne des nuisances aussi bien olfactives, perturbateurs endocriniens, particules fines par l'intermédiaire de l'ammoniac. Et on vient ici, c'est pour essayer d'aider les petits agriculteurs, ceux qui font une agriculture biologique, ceux qui font une agriculture de proximité. Lutter contre les porcheries industrielles n'a pour nous de sens que si de notre côté on essaye de développer en tout cas une agriculture de proximité, de qualité et si possible biologique. Ici, on a proposé des toilettes sèches en fait en utilisation pour que les gens ils puissent satisfaire leurs besoins. Et en fait, c'est des toilettes qu'on peut poser chez soi pendant un chantier ou bien en permanence, comme moi dans ma salle de bain par exemple. Et on vide les résidus sur un compost. C'est une toilette où il n'y a pas d'eau et on met de la sciure à la place de la chasse d'eau pour que ça absorbe les odeurs et puis ça reste propre pour les suivants. Voilà, c'est des toilettes sèches. Et en dessous, il y a un seau qu'on vide sur le compost. Et donc, le seau de sciure, il est là à côté pour en prendre et en mettre un petit peu après son passage pour recouvrir. On reste à Los en Gohelle, même si la structure a l'habitude de bouger un peu partout sur le territoire. C'est bien à la base 11-19 que Culture Commune a dévoilé sa saison culturelle. La Fabrique théâtrale, centre de création et de représentation, vous invite, comme à son habitude, à de grands rendez-vous, des spectacles pour petits et grands, abordant toutes les disciplines artistiques et culturelles, des ateliers ou encore des rencontres qui vous seront proposées toujours sous forme de temps fort tout au long de cette année. Laurent Coutouli, le directeur, a bien entendu mis l'accent sur l'accessibilité de la culture pour tous, en rappelant l'importance de voir des spectacles, mais également d'y participer et voire même d'en faire partie. La saison de Culture Commune s'organise comme tous les ans en temps fort avec une série en fait d'événements entre le mois de novembre et le mois de juin 2018. Nous avons par exemple entré en matière avec un certain nombre de spectacles qui se déroulent sur tout le territoire, des spectacles de toutes disciplines. Je pense à 2 spectacles ici à la Fabrique théâtrale qui ont été créés ici, Hopla, la voix des anges, en fait des Arrosoirs Compagnie, et également La Passée de la compagnie Tout va bien. Particulièrement aussi comme rendez-vous important, c'est des événements qui sont en dehors des temps forts, et notamment il y en a un qui est assez important qui se déroule le 1er, 2, 3 décembre. C'est un spectacle qui s'inscrit dans les 5 ans du 5e anniversaire du Louvre-Lens, qui sera en fait un spectacle de cirque porté par 6 acrobates interprètes qui vont interroger d'une manière nouvelle, mais très ludique, très agréable et très proche en fait du public, le porté acrobatique. Nous avons aussi comme autre temps fort à noter, c'est un temps
fort qui va se construire tout au long de la saison et qui va se dérouler au mois de mai. Notre temps fort ici est là dans la cité. Ensuite, nous aurons la constellation imaginaire et on retrouvera dans ce cadre-là les paddocks. Donc ces marionnettes à taille humaine incarnées par des amateurs. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, nous faisons un appel à toutes les personnes qui ont envie d'incarner un paddocks. C'est tout à fait possible. Il suffit de venir à un goûter paddocksien le 21 octobre ici à la Fabrique théâtrale pour découvrir la chose et puis peut-être s'embarquer, d'avoir envie en fait d'investir la constellation imaginaire avec évidemment ces paddocks qui rencontreront les habitants, les autres artistes, etc. Le médiateur national du crédit aux entreprises, Fabrice Pesin, s'est rendu vendredi dernier à la préfecture du Pas-de-Calais afin de vérifier la bonne intégration du dispositif de médiation dans la région et faire le point avec les services de l'État et les réseaux sociaux professionnels sur le dispositif. Il en a profité pour rencontrer les principaux intéressés, les chefs d'entreprise. Alors, le médiateur du crédit, c'est un médiateur qui est à la disposition de toutes les entreprises, les petites, les grandes, les moyennes, des entreprises qui connaissent des difficultés de financement, des entreprises qui se voient dénoncer un découvert, qui se voient refuser un crédit par leur banquier, des entreprises qui veulent rééchelonner leur dette bancaire. Alors la médiation du crédit, en fait, repose complètement sur ces médiateurs départementaux. Donc dans chaque département, il y a un médiateur à la disposition des entreprises au niveau local. Donc les dossiers sont traités au niveau local par le directeur de la succursale de la Banque de France. C'est très important évidemment d'assurer ce traitement local. Un entrepreneur n'a pas à se déplacer, il faut qu'il trouve une solution localement. Toutes les entreprises sont éligibles à la médiation. Ce que l'on observe, c'est que ce dispositif, après la période de crise des années 2008 à 2011, pour simplifier, est plutôt utilisé aujourd'hui, et notamment dans le Pas-de-Calais, par les très petites entreprises. Et aussi par les PME. Le chef d'entreprise est seul. Le matin, quand il ouvre le courrier, il apprend parfois les mauvaises nouvelles, comme on a pu avoir ce jour d'octobre ou de novembre, je ne sais plus. Et c'est vrai qu'un soutien, ça fait du bien. Rares sont les gens dans l'entreprise qui vous aident au quotidien, il faut le dire. On a trouvé un vrai soutien. Ça fait du bien, parce que moralement, quand le chef d'entreprise va mal, malheureusement l'entreprise va mal. Et ça nous a permis de tenir le coup, d'affronter les problèmes et de les régler correctement, afin qu'on puisse reprendre notre travail comme on devait le faire. Et à partir de là, à partir du moment où le dossier est ouvert, c'est une autre vie qui commence pour le chef d'entreprise. Donc c'est un dispositif qui a déjà accompagné positivement depuis 2008 à peu près 268 entreprises. Ça a permis de préserver environ 4500 emplois sur le département du Pas-de-Calais, pour en gros 31 millions d'euros de financement qui ont été maintenus ou apportés dans le cadre de ces médiations. Alors effectivement, la médiation dans le Pas-de-Calais réussit à peu près à 56%. Voilà, c'est un fait. On ne choisit pas les entreprises qui viennent à nous. Malheureusement, beaucoup trop d'entreprises, notamment de TPE, viennent trop tardivement, c'est-à-dire alors que leur situation est déjà très difficile et donc on ne peut pas faire de miracle. Effectivement, on a deux choses. D'une part, le suivi que l'on peut faire avec la CCSF que j'évoquais tout à l'heure, donc pour les financeurs publics, et avec le tribunal de commerce. Et là, on a un suivi régulier avec ces acteurs. Et on a également des cellules de veille économique avec la préfecture, avec le commissaire au redressement productif, qui réunissent l'ensemble des acteurs et ce qu'on appelle des comités également de développement économique et financier qui se réunissent à l'initiative du préfet régulièrement, de manière à examiner l'ensemble des situations des entreprises qui, à un moment ou à un autre, ont eu recours à l'une ou l'autre de ces procédures, dont la médiation du crédit. Comme chaque année, l'association de lutte contre la mucoviscidose de Méricourt avait mis en place son marché aux puces. Beaucoup d'exposants et énormément de visiteurs pour cette brocante qui a bénéficié d'un invité de marque puisque le soleil était au rendez-vous. Cette braderie fait partie des actions menées par l'association pour récolter des fonds afin de lutter contre la maladie et vient en complément des virades dont on vous parlera plus longuement avec Fred Peter dans le sport tout à l'heure.
Pour un premier anniversaire, on peut dire que le succès était au rendez-vous et même cerise sur le gâteau, l'invité que tout le monde espérait voir était là aussi. Le soleil avait répondu présent. Confection de confitures, montage de meubles, un peu de jardinage, de la lecture et du spectacle dans tous les coins de la maison des ingénieurs à la cité du 12-14 de Lens, Portemine réussit son pari de rassembler les gens autour de rencontres, ateliers et moments festifs. Une belle journée pour les Lensois et les habitants des communes voisines dont les projets sont encore nombreux et continueront à se développer ensemble au cœur de la structure, comme nous l'explique Marie Forquet, la directrice de Portemine. Envie d'une petite confiture de rhubarbe, de se reposer autour d'un petit verre, devant un jukebox, enfin devant les danseuses du tube jukebox, mettre un petit coup de peinture, lire un livre ou tout simplement profiter du soleil, mais tout ça, tous ensemble, c'était l'objectif de l'association Portemine qui célébrait ses 1 an le week-end dernier. Objectif réussi puisque les 4 coins de la maison des ingénieurs de Lens étaient occupés et que tout le monde a participé aux différentes activités proposées. Oui, en fait, effectivement, l'idée, c'est de créer un lieu de rencontre, d'échange et de partage pour tous. Voilà, donc il n'y a pas d'âge pour venir ici. Donc on accueille vraiment les plus jeunes jusqu'aux plus anciens, même si tout le monde ne donne pas son âge. Et l'idée, c'est de faire des choses ensemble. Donc on a notamment les Anges Gardins qui portent une micro-ferme cocaïne de Goël. Donc c'est du maraîchage bio. Ici, donc juste derrière, on a des cultures. Et puis on développe aussi un projet de création d'une table de cocaïne, donc un petit restaurant bio pas cher. On aura prochainement un café citoyen, bar à vin, bar à bière, bar à jus de fruits, bar à sirop et une auberge de jeunesse dans la maison d'ingénieurs. L'idée de ce projet, c'est aussi de pouvoir financer des projets de développement culturel avec les habitants, donc tels qu'ils soient, via le chapiteau qui est juste derrière, donc de créer des moments festifs et conviviaux où on se réunit, on essaye de voir qu'est-ce qu'on aurait envie de faire tous ensemble et on le fait. Alors on fait des ateliers mobiliers urbains, de la construction, on fait des initiations aux ateliers musique, au théâtre, on fait des ateliers jardin, on construit des poulaillers, etc. Donc en fait on sollicite ce que les gens auraient envie de faire et on essaye de le créer ici à Portemine tous ensemble. Au moins une fois par trimestre, on est amené à créer un événement en coopération avec pas mal de partenaires. Au mois d'octobre, on sera notamment avec l'Océan Gourma et l'association KB Bénin et la micro-ferme sur un temps fort qui s'appelle le Festival alimentaire. Au mois de novembre, c'est avec l'ensemble des associations des villes de la ville de Lens-en-Goël. Donc voilà, en fait, on essaye de faire plein de choses tout le temps en coopération avec les gens. Alors déjà, le meilleur moyen de nous rejoindre, c'est de venir nous voir parce que c'est vraiment l'idée d'un lieu ouvert. Mais pour ceux qui hésiteraient encore, on a effectivement un Facebook, donc Portemine. Il y a un autre Facebook qui est Microferme Cocaïne de Goël, où là on est spécifiquement sur le projet maraîchage. On a un site internet www.porte-mine.com et un numéro de téléphone 09 72 60 14 68. La grande braderie de Lens est de retour ce dimanche 1er octobre. Elle réunira cette année près de 300 commerçants répartis sur plus de 2 km linéaires. Pour cette braderie d'automne, les rues Leclerc, de la Paix, de Paris, René-Lannoy, le boulevard Basely ainsi que la place Jean Jaurès seront occupés par les bras de Lensois. L'accès sécurisé sera possible grâce aux 8 entrées où vous devrez être fouillé. Quant aux autres rues donnant accès à la braderie, elles seront fermées et barrées à l'aide de véhicules de la mairie. Les caméras de surveillance utilisées lors de l'Euro 2016 seront de nouveau en service, ainsi que les nouvelles installées récemment rue René-Lannoy. De plus, tous les commerçants de la braderie auront un lien direct avec le PC sécurité mis en place dans le cas où un événement venait à se produire. Vous l'aurez compris, l'événement sera donc ultra sécurisé, comme nous le confirme Pierre Mazur, adjoint à la sécurité de la ville de Lens. Chaque rue sera fermée par des camions qui auront des consignes très précises sur des fiches par l'intermédiaire d'émetteurs-récepteurs, d'où les ordres viendront du PC de commandement, au cas où il y aurait un problème.
particularité, je vais vous l'expliquer également, mais sans entrer dans les détails, et vous comprendrez pourquoi. Nous avons aussi prévu de sectoriser les secteurs si par malheur il arrivait quelque chose pour pouvoir laisser les secours travailler, les secours arriver, les secours repartir et distribuer l'ensemble des moyens nécessaires à l'opération qui est en cours. Il y a 60 agents de la ville qui sont mobilisés et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du dispositif, c'est que l'ensemble des services techniques, l'ensemble des agents de la ville se sentent tous mobilisés pour les grands événements, pour les grands rassemblements que nous faisons à la ville de Lens depuis les tragiques événements que vous avez connus. Ça, c'est quand même pour nous une satisfaction que chacun d'entre eux se propose spontanément pour venir en aide. Et puis, je crois en l'homme, et je pense que je préfère avoir des hommes et des femmes avec des camions plutôt que des blocs de béton qu'il serait difficile à déplacer au cas où les secours devraient arriver sur la Bretagne. Pour la 11e année consécutive, l'école Cachin d'Avion a décidé de faire place nette aux abords de ses classes et de son quartier en organisant l'opération Nettoyons la nature. En partenariat avec les magasins Leclerc, cette action citoyenne est en lien avec le projet de l'école sur le développement durable et vise à sensibiliser les enfants à la propreté et au développement durable. Les élèves de CE2 de la classe de Valérie Kowal ont donc ramassé de nombreux détritus sous l'œil de la caméra de Mustapha Lasri, un petit nouveau chez nos correspondants à qui l'on souhaite la bienvenue. On a constaté au fur et à mesure des années qu'il y avait justement une amélioration au niveau du quartier de la propreté, etc. On voit beaucoup moins de mégots par terre, on voit moins de papier par terre. Donc on sent qu'il y a une prise de conscience de la population. Et ça commence par les enfants justement, en les éduquant à l'école, en leur expliquant, etc., avec l'aide des parents, comment protéger notre environnement. On devient des éco-citoyens. Et s'en suivra ensuite un travail de classe et une exposition. Pour protéger la planète, nettoyons la nature. Ce mercredi, les responsables du SMT, le syndicat mixte des transports, ont réuni la presse locale pour faire un point sur les chantiers en cours, notamment ceux afférents aux lignes bulles du BHNS. L'objectif pour le syndicat mixte est de doubler d'ici à 2025 la fréquentation du réseau de bus. Le SMT a engagé des travaux aux 4 coins du territoire. Les responsables ont apporté des précisions sur les procédures d'indemnisation concernant les commerçants situés sur les chantiers en cours. Ainsi, seuls les professionnels directement impactés par les travaux de bus à haut niveau de service pourront être indemnisés, suivant les impacts que ces chantiers ont sur leurs revenus. Un dossier est mis à disposition de ces professionnels sur le site bulle-tadao.fr. On écoute Fabrice Sirot, le directeur général du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle. Absolument, nous avons naturellement conscience de déranger les gens, de déranger les habitudes, déranger les habitants bien entendu, déranger les automobilistes et déranger également les commerçants ou en tout cas les gens dont l'activité se déroule à proximité de nos chantiers. Le principe de base de nos travaux, c'est que tout reste accessible, c'est-à-dire que vous pourrez constater qu'on s'efforce de faire un sens de circulation. Après, c'est vrai que quand on ne peut pas s'arrêter tout de suite, quand il faut aller sur un parking relais, quand il faut zigzaguer entre les travaux pour accéder à un commerce, ça peut être difficile. Donc on a parfaitement conscience de ça. On s'efforce de minimiser l'impact sur les commerces, mais naturellement, on ne peut pas garantir que cet impact soit complètement nul. D'où la commission d'indemnisation qui a été mise en place. On peut rappeler que la loi est relativement restrictive en ce qui concerne les indemnisations liées à des travaux publics. Les élus de ce territoire ont choisi de tirer au maximum les possibilités légales pour offrir une indemnisation qui soit la plus ouverte possible aux commerçants. Donc il existe sur notre site internet un dossier, qui est un dossier un peu complet, avec des bilans comptables, des choses comme ça qu'il faut nous fournir. Il y a naturellement une confidentialité sur ces documents. Et ensuite, effectivement, la commission se réunira tous les 2 mois pour arrêter ou pas d'ailleurs une indemnisation pour un des professionnels impactés par nos travaux. On met en place un système de provision, c'est-à-dire que l'idée
et que le commerçant ou le professionnel qui est en grande difficulté puisse, sans attendre la fin des travaux, solliciter du SMT une indemnisation provisionnelle sur le dommage qu'il estime avoir subi, pour permettre à certaines entreprises qui sont en réelle difficulté de passer un cap et d'attendre l'indemnisation définitive. Elle a souffert toute sa jeunesse parce qu'elle n'est pas dans les normes des magazines de mode. Aujourd'hui, elle veut aider les autres à dépasser ses souffrances. On accueille Valentine Miraglia qui vient nous parler de son livre. Valentine, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour. Alors, aujourd'hui, comment allez-vous? Très bien? Très bien. Très très bien, alors ça fait plaisir. Alors, vous avez 20 ans, vous êtes avionnaise. Oui. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Mon combat de ronde. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de ce livre? L'histoire, c'est le harcèlement que j'ai subi de la 6e à la 3e. Et c'était une sorte d'agenda intime. Et puis un jour, j'ai décidé d'en faire un livre pour pouvoir peut-être aider les autres à en parler. Parce que moi, j'en ai parlé une fois et après, j'ai plus voulu en parler. Alors, ça a débuté comment, votre histoire? Depuis quand vous souffrez un peu du regard des autres et de ce que pensent les autres sur votre poids? Plus vers la 6e. Plus quand vous êtes entrée au collège? Au collège, oui. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? Très mal. J'essayais de me faire mal pour pas aller à l'école. Parce que pour moi, l'école, ça a été une souffrance. Et après, je me suis dit, il faut que je continue parce qu'il faut que j'ai mon brevet. Donc, j'ai décidé de continuer. Et grâce au brevet, j'ai réussi. Alors, concrètement, ça se passait comment? On vous insultait, on vous frappait? On m'insultait, on me bousculait dans les escaliers et tous les jours. Et vous avez discuté avec ces personnes, avec ces jeunes qui vous faisaient souffrir? J'essayais, mais à chaque fois, c'était pareil. Ils vous rejetaient? Oui. À chaque fois? Pas pareil que les autres. Et comment se fait-il? Vous avez toujours été ronde comme ça ou c'est venu petit à petit? Dû à la séparation de mes parents. Je l'ai très mal vécu, donc je me suis réconfortée dans la nourriture. La nourriture, quand je mangeais, ça allait mieux. Et au niveau des médecins, etc., ils ont essayé de vous aider à perdre du poids, je suppose. Vous le dites dans votre livre que votre plus grand ennemi, c'était le pèse-personne, je crois. Oui, ils me forçaient à perdre du poids. Mais moi, c'est pas ce que je voulais pour l'instant. C'était pas ce que vous aviez envie? Non. Qu'est-ce que vous recherchiez dans cette prise de poids? Qu'est-ce qui vous est du bien à prendre du poids, en fait? Pour moi, j'allais mieux en prenant... je faisais pas attention à la prise du poids. À la prise de poids, je faisais pas attention à ça. Vous, c'était le plaisir de manger qui vous réconfortait? Oui. D'accord. Et donc, dans ce livre, vous racontez que votre papa... il n'est pas très, très, très copain avec vous parce que... Est-ce que c'est parce que vous étiez ronde ou c'est parce que il y avait des problèmes dans la famille et que... Parce que je suis ronde. Et vous pensez que c'est pour ça qu'il n'était pas proche de vous? Oui. Et quel message vous voudriez faire passer aux jeunes filles qui sont peut-être un peu rondes et qui ont eux-mêmes des problèmes dans la famille, par exemple? Est-ce que vous avez essayé de vous faire aider? J'ai essayé. J'en ai parlé une fois, après j'ai été voir des diététiciennes et tout, mais chaque fois je baissais les bras parce que j'avais pas le soutien de mon père. C'était simplement votre père et le reste de votre famille? Ma mère, elle me soutenait, mes frères aussi, mais... Vous, le plus important, c'était votre papa? Père, oui. C'est votre papa. Et donc vous le racontez dans ce livre, qui n'est pas très épais d'ailleurs, mais qui est facile à lire. Oui. Et qui s'adresse alors à qui? Vraiment aux jeunes filles ou alors vous adressez aussi aux parents? Pour qu'ils prennent conscience que qu'on soit maigre, gros, grand, petit, on est tous pareils et qu'on reste les enfants. Les deux. Les deux. Et donc le livre, on peut le retrouver où? Sur Édition Netbook. Sur Édition Netbook. Et on peut l'acheter en librairie également? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Comment c'est venu que vous écriviez ce livre? Vous l'aviez mis dans votre agenda, vous écriviez toutes vos histoires au jour le jour? Oui, tout ce que je subissais, oui. Vous écriviez au jour le jour et vous avez décidé un jour de le mettre dans un livre ou c'est quelqu'un qui vous a dit, tu sais, tu devrais peut-être... J'ai décidé de le mettre dans un livre parce que pour moi, il fallait que j'aide les personnes à en parler. Parce que je voyais que beaucoup subissaient ça et n'en parlaient pas. Et arrivé, des fois, ils se suicident.
Et vous avez déjà eu des envies de... Oui. Souvent? Oui. Et aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, ça va mieux. Parce que vous avez écrit ce livre-là ou parce que vous avez pris conscience toute seule que le regard des autres, on s'en fout et que voilà, on est bien comme on est et qu'il faut profiter? C'est grâce au livre. Grâce au livre, beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui sont dans le même cas que vous? D'écrire un livre? D'en parler. D'en parler, et puis après, s'ils n'arrivent pas, justement, le faire par écrit et le faire lire à une personne de confiance, à une personne à qui on va en parler. Est-ce que vous avez une page Facebook ou un site internet où les jeunes filles ou les jeunes hommes peuvent vous contacter pour parler de ce livre et peut-être vous rencontrer pour essayer de parler de leurs problèmes, que vous puissiez les aider par exemple? J'ai une page Facebook, Oui. c'est le titre du livre, Mon combat de ronde. Mon combat de ronde. Donc vous pouvez retrouver des informations, je suppose, sur le livre, des informations sur vous. Est-ce qu'on peut vous poser des questions sur cette page Facebook? Oui. Voilà, donc les jeunes ou moins jeunes, vous pouvez poser des questions à Valentine, qui aujourd'hui se sent bien. Ah bah oui. Voilà, se sent très bien grâce à ce livre. Donc merci d'être venu sur le plateau de Télégoël en tout cas. Et merci à vous. Et puis merci du courage aussi d'avoir écrit ce livre pour toutes les jeunes filles et les jeunes hommes qui sont au collège ou peut-être même avant et qui sont harcelés par d'autres enfants. Sachez que les enfants, c'est pas gentil de faire souffrir les jeunes qui sont petits, grands, gros. Voilà, on est tous différents et on a tous droit de vivre sur cette terre et d'être aimés par les autres. C'est ça. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci Valentine, à très bientôt. On retrouve tout de suite Fred Peter pour les nouvelles sportives de Haut Commune. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Bonjour Fred. Alors on commence avec le Racing Club de Lens et la conférence de presse d'avant-match qui avait lieu hier à la Gaillette. Oui Valérie, après une 8e défaite en 9 matchs de championnat pour les 100 et or, eh bien les Lensois s'apprêtent à recevoir le Gazélec Ajaccio. Après ce début de saison compliqué qui est considéré déjà comme le pire de l'histoire du club, les 100 et or ne comptent que 3 points dans leur escarcelle et ils pointent à une inquiétante 19e place. Les 7 points de retard sur le premier non relégable Auxerre mettent le club dans une situation plus que compliquée, à tel point que le Racing Club de Lens a décidé de se séparer de son directeur sportif Jocelyn Blanchard. Cependant, peu d'informations ont été données par le club sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, les hommes d'Eric Sicora devront affronter les Corses en difficulté à l'extérieur ce vendredi soir au stade Bollard-Déulis. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Dusan Svetinovic pourrait être dans le groupe pour ce match. Par contre, Clément Chantôme est jugé trop juste pour jouer avec ses coéquipiers. Eric Sicora et Philippe Markovic se sont présentés en conférence de presse hier matin et ont répondu aux questions des journalistes et notamment à celles d'Anthony Vermus pour Télégoël. Auxerre qui était à 4 points et qui a gagné 2 matchs et qui se retrouve à 10 aujourd'hui et qui a recollé. Donc il faut faire cette série, ça peut aller très vite. Après il ne faut pas se dire il nous reste autant de matchs pour gagner. Comme tu dis, le championnat il avance aussi et ça veut dire que tu as des points en moins à aller chercher. Il faut se mettre dans la tête et je pense qu'ils en ont conscience. Qu'aujourd'hui, le RC Lens 2016-2017, c'est terminé, c'est le 2017-2018 et le 2017-2018, ils jouent pour pas descendre. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. J'ai des joueurs qui en sont conscients, qui travaillent à l'entraînement, qui font les efforts en match, mais c'est pas encore suffisant, ça manque de détermination, de mouvement devant le but. Quand on regarde le match et qu'on a plus de 20 centres et que devant le but on n'est pas en mouvement, on attend le ballon, ça va être compliqué. C'est une situation incroyable, une très mauvaise situation et pour tout le monde au sein du club. Et ce que je peux vous dire, c'est que les seuls coupables, ce sont les joueurs. Pas le coach ni le staff, non. Seuls les joueurs sont responsables. Et nous devons aller de l'avant et remonter la pente. Et je suis sûr que nous pouvons le faire, et le plus rapidement possible. Dans cette situation, il est impossible de parler de première division. C'est pas correct. Tout le monde veut jouer en Ligue 1.
Le club le mérite, mais la situation dans laquelle nous sommes, il est très très difficile de parler de cela. Quelques échanges là, allez les gars! Il faut cette victoire à la maison, il faut aller accrocher des points à l'extérieur et ça va repartir. Ça ne se fera pas sur le court terme, mais moi j'ai confiance en ce groupe-là, j'ai confiance en mes joueurs et je me dis que ça va finir par payer. La réserve de Lens se retrouve les terrains après une légère trêve. Les jeunes Lensois reçoivent ce samedi l'équipe de Beauvais au stade François Blin d'Avion. Les joueurs de Frank Hayes sont derniers de leur poule de National 2 et restent sur une série de 2 défaites consécutives. On attend donc une réaction du côté de la Gaillette et on espère la voir ce week-end. On passe au handball et le Paris Saint-Germain s'est déplacé dans notre région. Les filles du Arn Handball Club recevaient le Paris Saint-Germain pour leur premier match de la saison à la salle Bigotte. Après avoir décroché la victoire sur le terrain de Beauvais la semaine dernière, Arn voulait faire chuter le club de la capitale. Malheureusement, les Arnésiennes sont tombées sur un os et se sont inclinées 26-23. Pour se remettre, elles devront aller chercher un résultat à Hasbrook. Ce sera le 7 octobre prochain. On reste à Arn, mais on va parler de volleyball. La reprise a été compliquée pour le Arn Volleyball. Promu dans ce championnat élite, le HVB se déplaçait à Fréjus pour l'ouverture de cette saison. Malheureusement, les Arnésiens sont revenus avec une défaite 3-1 dans leur valise. Les joueurs de Loïc Bouanda espèrent faire mieux ce samedi à la salle Maréchal. Ils recevront le club de Mende à partir de 20h. Alors on va parler des filles, mais avant le match contre Nîmes, les supporters ont tenu à rendre hommage à Éric Maréchal, l'ancien manager du club. Ce dernier partira bientôt à la retraite. Ému, il a fait le point sur sa situation et la situation des filles au micro de Télégoël. Ouais, première rencontre, donc c'est une nouvelle saison qui arrive. Je pense qu'elle sera aussi difficile que la saison dernière, étant donné que on n'a toujours que 3 places dans les playoffs, étant donné que l'IFVB est d'office dans les 4. Donc ça va être aussi difficile que l'année dernière, mais bon, pourquoi pas. On a eu un petit changement dans les équipes, on a de nouvelles joueuses, on a une nouvelle étrangère qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en sélection nationale du Cameroun. Mais bon, j'espère qu'on n'aura pas de blessés et que ça se passera bien. La Nîmes, c'est une équipe qui monte, mais après, bon, ça ne veut rien dire. Des équipes qui montent, c'est qu'elles ont presque tout gagné la saison dernière. Donc ils ont peut-être un petit challenge, donc il faut éviter les matchs pièges, quoi. Oui, c'est important, mais c'est un choix aussi au niveau du club. Étant donné qu'on a financièrement, on a perdu quand même pas mal d'argent. La solution, c'est gagner plus, c'est difficile. Dépenser moins, c'est facile. Donc on élimine les joueuses, en particulier les joueuses étrangères, étant donné que ça nous coûte plus d'argent sur les joueuses étrangères. Donc c'est pour ça qu'on est reparti sur les filières françaises. Donc Caroline Clément qui était formée au club, qui revient un peu chez nous, donc c'est bien. Et la fille Alia Kouchouk aussi qui était chez nous, qui est française, une jeune aussi. Donc on mise aussi sur la formation des jeunes. Et indirectement, ça coûte moins cher. C'est bien, on n'a pas d'autre solution. Moi, je suis en retraite à la fin du mois, mais au bout de 45 ans, ça commence à bien faire. Donc, je vais pouvoir commencer à profiter un petit peu. Ouais, parce que les petits-enfants, ils commencent à arriver aussi. Donc, n'importe comment, il y aura toujours un maréchal ou de la famille de maréchal. Marc Maréchal et non Éric Maréchal au micro de Télégoël. Et donc, Valérie, les filles du volley club de Arn se sont imposées 3-1 sur leur parquet face à Nîmes. Une victoire qui permet au VCH de bien lancer sa saison. De plus, le club a récemment officialisé la venue d'une nouvelle joueuse, à savoir l'internationale camerounaise Stéphanie Fotso Mungung. Elle arrive en provenance du club de Chamalières et a même disputé les Jeux Olympiques de Rio l'année dernière. Et enfin, on termine avec les foulées de l'avenir à Méricourt ce week-end. Et oui, ce fut une victoire assez facile pour le coureur El Hassan Bouknari, licencié au club du Cateau Cambrésis. Il a remporté le 13 km. À la deuxième place, on retrouve le coureur de Noyelles-sous-Lens, Jérémy Bastin. Et chez les femmes, c'est l'Arnésienne Christine Kolpaert qui a remporté cette épreuve. Est-ce que tout le monde est prêt à partir? Alors, je vous souhaite une bonne balade et c'est parti. Ce week-end à Méricourt, comme dans de nombreuses villes de France, les Virades de l'Espoir, sous la houlette du service municipal des sports, réunissaient des dizaines de sportifs prêts à donner leur souffle pour les malades de la mucoviscidose. Tandis que les marcheurs partaient pour un parcours de 11 km à travers la ville et sa campagne, les coureurs avaient le choix entre un trail de 6,5 ou de 13 km autour du terri de la ville. La Méricourtoise Natacha Ledan, première féminine sur le 6,5, nous explique les raisons de sa présence ici. J'habite Méricourt depuis début juin.
mais je viens très très souvent m'y entraîner et également aussi pour venir participer aux Virades de l'Espoir pour la mucoviscidose. C'est une très bonne cause et toujours à cœur de venir courir ici. Et d'ailleurs, je souhaiterais personnellement, comme bon nombre d'amis, qu'il y ait plus de monde, sensibiliser plus les gens parce que c'est une cause pour qui je me dis, d'ailleurs quand j'étais en train de courir, je me disais c'est dur, je souffre, mais il y a des personnes qui souffrent continuellement tous les jours à cause de cette maladie, donc on n'a pas le droit de se plaindre et on était là pour avoir du souffle pour eux justement. La course, remportée en 48 minutes par Alassane Bouknari, réunissait des coureurs confirmés, mais aussi des amateurs désireux de participer à une bonne cause, en famille ou entre amis. Oui, bah là j'avais décidé de faire le 6,5 avec ma fille parce que le 13 pour elle c'est quand même un peu compliqué quoi. Donc on s'était décidé au début de semaine de venir s'inscrire à Méricourt, malgré que c'est une course formidable quoi. Parce que passer autour du terri comme ça dans les chemins boisés, vallonnés, tout ça c'est vraiment sympa. Franchement les courses comme ça pour des maladies tout ça c'est bien parce que c'est pas des courses inutiles. Ça sert à quelque chose quoi. Merci Fred, à la semaine prochaine pour de nouvelles infos sportives. Bien sûr. Quelques petites sorties culturelles maintenant pour ce week-end. On retrouve Nathalie. On démarre cet agenda par la seconde édition du festival Muse et Piano au Louvre-Lens du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre. On retiendra entre autres le récital à 4 mains et 2 pianos par Pierre-Yves Audic et Tanguy de Villancourt le samedi 30 à 19h. Une proposition musicale chantée à Avion, Nathalie. Oui, l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion accueillera une jolie proposition musicale chantée avec le spectacle Qui c'est celui-là par Drôle d'idée. 2 représentations au programme, samedi 30 septembre à 20h30 et dimanche 1er octobre à 15h30. De quoi contenter les couche-tard et les amateurs de l'après-midi. Pour rire et prendre du plaisir, on va plutôt partir au Colisée de Lens. Alors oui, côté humour, ça se passe au théâtre Le Colisée de Lens avec la représentation de Mars et Vénus 2, samedi 30 septembre à 20h30. L'homme et la femme sont-ils faits pour vivre ensemble? Bonne question, vous aurez peut-être la réponse samedi soir. On a déjà passé en revue beaucoup d'ouvertures de saison, peux-tu nous présenter celle de Arnes? Alors Valérie, celle de Arnes et du centre culturel Jacques Prévert débute ce vendredi 29 septembre à 18h avec un temps de découverte de sa programmation 2017-2018 suivi du spectacle Max Hypnosis que nous avons déjà reçu sur Télégoël et qui m'avait plutôt hypnotisée si vous vous souvenez. D'ailleurs, on a les images. Parfait, une 3e fois. Dormez profondément, détendu, relaxé, apaisé, merveilleusement bien. De plus en plus, les paupières se collent, se soudent et vous rentrez tranquillement. Les muscles se relâchent, se détendent de plus en plus détendus, de plus en plus relaxés. Vous pouvez remarquer qu'à partir de maintenant, les paupières sont collées, soudées. Plus vous forcez pour essayer de les ouvrir, moins vous y parvenez. Je vous invite à essayer. Plus vous forcez pour ouvrir les yeux, plus ils se collent et se soudent. Voilà, très très bien. Et au compte de 3, tout simplement, vous allez pouvoir vous éveiller, les paupières vont se décoincer à chaque fois. Merci David. On termine cet agenda par la présentation de saison de l'Arc-en-Ciel de Liévin ce samedi 30 septembre à 15h. L'Arc-en-Ciel vous proposera en soirée d'apprécier le concert de l'univers Jazz Big Band créé en 1994. Ce Big Band rassemble 18 musiciens de la région Nord-Pas-de-Calais, diplômés des conservatoires nationaux, qui perpétuent la tradition des orchestres de Count Basie, Duke Ellington et Glenn Miller et interprète également les standards célèbres d'Ella Fitzgerald et Frank Sinatra avec sa chanteuse Anne Frappé. Bref, un moment musical qui risque de vous épater. C'est donc fini pour cet agenda. N'hésitez pas à nous envoyer vos manifestations par mail. Nous nous ferons un plaisir de les communiquer. Merci Nathalie, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, de plus en plus de spectacles sur votre territoire, profitez-en. N'oubliez pas également ce dimanche la Grande Baderie de Lens de 8h à 18h. Merci Nathalie, merci Fred, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, Télégoël c'est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter,
Instagram et YouTube en direct. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager vos infos locales. Bon week-end à tous.